C'est quoi l'événement le plus marquant de l'histoire du sport? C'est une bonne question ça. Tiens, si je vous demandais à vous, à votre avis, quel événement sportif a marqué le plus l'histoire? Certains chauvins de chez nous voudraient sûrement répondre la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde 1998, et je leur dirais, les gars, vous êtes trop chauvins. Des personnes plus objectives pourraient me proposer le record du monde d'Usain Bolt aux Jeux de Pékin en 2008, et je leur dirais, oui c'est vrai, c'est peut-être le moment le plus marquant du sport au XXIe siècle. Et certaines personnes, pensant me prendre de court, me parleraient de la victoire de Jesse Owens aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Cet athlète afro-américain a défié la propagande nazie directement sous les yeux d'Adolf Hitler. À cela, je répondrais, vous avez très certainement raison. Mais laissez-moi tout de même tenter de vous convaincre avec le candidat que j'ai choisi. Est-ce que vous reconnaissez ce gars? Ça m'étonnerait parce que c'est une image générée par l'IA. Ce jeune garçon, c'est Cassius Clay, et il est dévasté parce qu'il vient de se faire voler son vélo. En ce moment même, il pense qu'à une seule chose, se venger. Il est convaincu que s'il arrive à rattraper le coupable, il lui rendra la monnaie de sa pièce. Mais un agent qui passait par là le stoppe dans son élan, et lui conseille d'apprendre à boxer avant de vouloir s'attaquer à plus grand que soi. 20 ans plus tard, ce petit bonhomme se trouve face au champion du monde poids lourd, prêt à livrer un combat de boxe qui restera à jamais dans les annales. Vous savez, dans quelques heures, c'est-à-dire exactement à 4h du matin à Kinshasa et à Paris, George Foreman, champion du monde des poids lourds, montera sur le ring du stade du 20 mai pour défendre son titre face à Cassius Clay. Avant de commencer, je crois que vous comme moi avons besoin d'un petit point sur la boxe des années 70. L'objectif d'un combat de boxe, si on veut faire simple, c'est de se taper sur la gueule. Désolé pour les puristes. Par contre, il y a certaines règles à respecter. Par exemple, un boxeur doit toujours frapper le poing fermé et uniquement au-dessus de la taille. Évidemment, tous les gestes comme les morsures et les coups derrière la tête sont interdits. Mais maintenant, comment on fait pour gagner? Eh bien en fait, il y a plusieurs possibilités. Premier cas, le KO. C'est la fin la plus fréquente d'un combat de boxe. Un boxeur peut recevoir des coups particulièrement violents, atteignant parfois des zones sensibles. S'il s'effondre sur le sol après ça, il a 10 secondes maximum pour se remettre sur pied. Et si par malheur il n'arrive pas à le faire, il est KO. Deuxième cas, le TKO. Si un combattant montre des signes d'épuisement extrême de blessure apparente, son médecin ou l'arbitre peut intervenir et mettre fin au combat. Et enfin, le dernier cas, la décision des juges. Celui-ci, on va pas se mentir, c'est pas le dénouement le plus excitant pour nous spectateurs. Si le combat va jusqu'à son terme, c'est-à-dire 15 rounds pour l'époque, un jury composé de 3 membres désigne le vainqueur en fonction des performances des boxeurs. Enfin, un détail, mais non des moindres, les combattants sont répartis par catégorie de poids pour assurer une compétition équitable. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la catégorie des poids lourds. Voilà, maintenant qu'on est tous à jour sur les règles, permettez-moi de vous présenter brièvement nos deux protagonistes. George Foreman est fort et imposant. Ses adversaires le redoutent surtout pour son style agressif. Sur le ring, c'est lui le métronome. Il dirige les débats. Son truc à lui, mettre KO ses adversaires le plus tôt possible. Sa puissance et sa justesse font toute sa renommée. Avec un titre de champion olympique à son actif et actuel détenteur du titre de champion du monde poids lourd, Big George se positionne comme le favori de ce duel. Mais son challenger, Cassius Clay, ne compte pas pour autant se laisser intimider. Lui aussi médaillé d'or aux Jeux Olympiques, il a un style radicalement opposé à George. Sa devise, flotte comme un papillon, pique comme une abeille. Pour faire simple, il est rapide et agile. Il est aussi réputé pour utiliser habilement la parole et entrer dans la tête de ses rivaux. Dans les années 60, il dominait outrageusement son sport, mais à cause de problèmes extrasportifs récents, sa cadence s'est nettement ralentie. Ce combat est donc l'opportunité parfaite pour The Greatest de récupérer sa couronne. En bref, un enjeu immense oppose deux des mastodontes de la boxe de l'époque. Cette confrontation de style et de caractère a tout pour devenir un combat historique. Ça promet du grand spectacle. Mais maintenant, ce spectacle, il faut l'organiser. Pour commencer, Cassius et George devaient trouver un promoteur. Quelqu'un capable de relever le défi titanesque d'organiser le combat. C'est-à-dire négocier les contrats, gérer la logistique, assurer la promotion mondiale et sécuriser les financements et les droits de diffusion. Ouf! Autant vous dire que c'est un peu important. Et pour un combat comme ça, je peux vous dire que les candidats ne manquent pas. Parce que c'est pas tous les 4 matins que tu peux voir s'affronter Cassius Clay et George Foreman. Donc il va falloir faire une sélection très attentive. Parmi cette multitude de prétendants, un individu parvient à se distinguer. Et cet homme, c'est Donald King. Le gars débarque comme une fleur au milieu de tout le monde et dit «
Bon moi les gars, j'offre 5 millions de dollars à chacun des deux boxeurs. Qui dit mieux? Bah personne. Normal, même si aujourd'hui ça peut sembler dérisoire, à cette époque jamais de telles sommes n'avaient été atteintes. Donc évidemment personne ne peut s'aligner, et notre cher Don King remporte l'organisation du combat. Un vrai coup de génie. Ah, attendez. On me dit dans l'oreillette que Don King est très loin de posséder tout cet argent? Mais pas de panique, il suffit simplement de s'associer à un dictateur. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Pour vous situer un peu le contexte, ce très cher monsieur que vous voyez là accède au pouvoir dans un moment un peu tendu de l'histoire du Zaïre. Après le départ des autorités belges du territoire, le Zaïre déclare son indépendance. Mais malgré ça, le pays reste divisé. Les révoltes se succèdent et les différents gouvernements échouent les uns après les autres. C'est pas les années les plus glorieuses de l'histoire du Zaïre. C'est donc dans ce climat hostile que notre autocrate Joseph Désiré Mobutu prend la tête du pays. Mais lui, il va pas se faire renverser comme tous ses prédécesseurs, car il a un avantage de taille. Il a le contrôle de l'armée, tout simplement. Donc il va pouvoir installer tranquillement sa petite routine de dictateur, un peu de propagande par-ci, un peu de corruption par-là. Bah oui, il faudrait quand même pas utiliser les aides internationales pour se charger des infrastructures vieillissantes du pays. Et dès qu'il y a un boug qui vient lui faire une remarque sur ses méthodes, il appelle ses soldats et pif paf, le problème est réglé. Voilà, c'est comme ça que gouverne le guerrier tout-puissant qui, de par son endurance et sa volonté inflexible de vaincre, ira de conquête en conquête, laissant le feu dans son sillage. Oui, c'est son nom complet. Mais Mobutu cherche malgré tout à maintenir sa cote de popularité auprès de son peuple. Son idée, organiser un événement sportif de grande ampleur pour unir son pays. Donc il va investir plus de 10 millions de dollars dans l'organisation d'un combat de boxe. Je peux entendre que la décision fasse débat, étant donné que seulement 35% des Zaïrois savent lire à cette époque. Il n'empêche que c'est une manœuvre classique utilisée par les dictatures d'instrumentaliser le sport à des fins de propagande. Bon bah voilà, Donald King a besoin d'argent et Mobutu veut organiser un événement sportif mémorable. L'accord est tout trouvé. C'est quand même pas très compliqué les affaires. Mobutu prend alors toutes les dépenses à sa charge et ainsi la finale des championnats du monde de boxe poids lourd devient The Rumble in the Jungle. Elle se tiendra au stade du 20 mai, au cœur de la jungle zaïroise et sera diffusée dans plus de 100 pays à travers le monde. Et un grand merci à Mobutu pour ce cadeau, entièrement financé par le travail et les taxes des Zaïrois. George Foreman et Mohamed Ali se rendent donc à Kinshasa quelques semaines avant le combat. C'est l'occasion pour eux de commencer leur programme d'entraînement au Zaïre, tout en s'adaptant à la forte humidité et à la chaleur intense du pays. À côté de ça, ils ont aussi le temps de s'habituer à un mode de vie très différent de celui qu'ils connaissent aux États-Unis. Mais on va pas se leurrer, c'est pas le seul objectif qu'ils ont en tête. Chacun sait aussi bien que l'autre à quel point le soutien du public sera important le jour J. Big George et The Greatest doivent donc tout faire pour rallier les Zaïrois à leur cause. Donc dès qu'ils posent un pied en terre africaine, c'est un premier combat qui démarre. Mais les deux boxeurs ont une approche radicalement opposée pour aborder la chose. Cassius Clay, il aime bien parler. Et ça se voit assez facilement. C'est sans conteste un des plus grands showman de son temps. Il trouve toujours un moyen de briller en public. Il aime tellement se mettre en avant, qu'on se pose plus la question de savoir s'il est mégalomane. Mais ce qui le rend particulièrement bon dans le domaine, c'est sa maîtrise parfaite de la communication. Cassius Clay la transforme en une arme supplémentaire pour vaincre son adversaire. Concrètement, il n'hésite pas à provoquer George Foreman avec des punchlines, quitte à se le mettre à dos. De toute façon, ils allaient pas être potes sur le ring. Donc autant essayer de rentrer dans sa tête avant pour obtenir un avantage psychologique. I'm big as George or bigger. Drags like that after his opponent. Come on, show me something. That sucker ain't nothing. He'll be breathing. He might not show up. You out, sucker.
Ah, c'est clairement du harcèlement là. Mais ça n'a pas trop l'air d'affecter Big George. De son côté, Foreman reste fidèle à lui-même, et apparaît toujours détendu. Et même s'il est sûr de ses capacités à vaincre Ali, il reste relativement humble. Il pourra toujours en dire plus, mais il le fait pas. Ses gros coups, il préfère les garder pour le ring. C'est ça en partie qui fait son charisme. Mais bien qu'il ait su façonner un personnage appréciable, il n'est pas pour autant apprécié par la population locale. Et ça, il n'arrive pas à le comprendre. Il est champion du monde en titre, et pourtant, c'est bien Cassius le favori du peuple. Il est 2 fois plus noir que Cassius, et pourtant c'est bien par son adversaire que le peuple zaïrois se sent le plus représenté. Mais alors pourquoi? Je crois que j'ai oublié de vous raconter quelques détails. En fait, si le Challenger est aussi populaire, c'est pas uniquement grâce à ses exploits sportifs, mais surtout à cause de son engagement politique. Dès son plus jeune âge, Cassius a eu pour ambition de se battre pour la cause des Noirs et les droits sociaux. Il a tenu beaucoup de discours pour dénoncer les injustices raciales et a appelé à l'égalité pour tous les citoyens dans son pays. And our beautiful black African history. We don't hate you. We don't hate those of you who are white. We just want to stay black. We love my color. I just love myself. Mais la WBA n'apprécie pas beaucoup ses engagements politiques. Après avoir défendu pour la 5e fois son titre de champion du monde poids lourd en 1966 face à Ernie Terrell, Cassius va faire quelque chose qui va changer sa vie à tout jamais. Il rejoint la Nation of Islam et embrasse la foi de Mahomet. Cassius Clay devient alors Mohamed Ali. L'année suivante, il est drafté par l'armée américaine pour servir les États-Unis dans la guerre du Vietnam. Mais il refuse. Cette annonce a pu plaire à certains, mais pas aux États-Unis. Et vous dire que ça leur a pas plu est un bel euphémisme. Mohamed Ali est jugé coupable d'insubordination et condamné à 5 ans de prison. Il perd sa licence professionnelle de boxe et ses titres de champion du monde. Sa carrière de boxeur est mise entre parenthèses. En 1970, il gagne son procès devant la Cour suprême des États-Unis, qui lui reconnaît le droit de refuser son service militaire. Il récupère enfin sa licence de boxe et enfile ses gants. C'est l'heure de la rédemption pour le champion des poids lourds. Malheureusement, tout va pas se passer comme prévu. Sa folle série d'invincibilité de 26 combats prend fin en 1971, lorsqu'il est vaincu par Joe Frazier en finale des championnats du monde poids lourd. Il prend alors un peu plus de 2 ans pour revenir sur le devant de la scène. En 1974, il a l'opportunité de prendre sa revanche face à Smoking Joe. Et cette fois-ci, il va pas laisser passer sa chance. The winner by unanimous decision is Muhammad Ali. Il devient alors le challenger pour affronter un nouveau venu dans le paysage de la boxe mondiale, notre ami George Foreman. Avec quel niveau réel The Greatest se présentera le jour du combat? En 7 ans, il a forcément perdu de son talent. Mais depuis quelque temps, il commence à reprendre des couleurs. Alors à quel point est-il fort? On a une seule certitude pour le moment, c'est qu'il aura tout un peuple derrière lui. Ses ambitions politiques ont clairement fait pencher la balance de son côté. Foreman aura beau tout faire pour avoir de la reconnaissance, les Zaïrois ont fait leur choix. Et pire encore, les gens ont besoin de placer tout le monde dans des cases, et Big George va en faire les frais. Il sera donc le méchant oppresseur américain qui veut empêcher la victoire du gentil héros africain. C'est plus seulement un combat de style, mais c'est maintenant aussi un combat d'idéologie. Ali est donc le favori du peuple de Kinshasa. Mais il n'est pas le favori des bookmakers pour autant. Parce que Foreman n'est peut-être pas un as de la communication, mais sur le ring, c'est une toute autre affaire. There can be no question that George Foreman is possessed of extraordinary punching power. Foreman is the strongest man I have ever been in a ring with. Of all the people I've seen hitting heavy bags, including Sonny Liston, no one ever hit it the way Foreman did. Down goes
Frazier. Winner, George Foreman. You would continue boxing even if you would lose over there. I beg your pardon? You don't think about losing? No. I am the danger. I'm the one to be afraid of. Foreman, c'est peut-être le mec non armé le plus effrayant en vie. Enfin, je dis non armé, mais je suis ouvert au débat. Quand des gens lui tendent la main pour le saluer, il garde systématiquement ses poings dans ses poches pour les préserver, comme un chasseur qui prendrait soin de ranger son fusil dans son étui. Voilà, ce type est déjà effrayant. Mais sur le ring, c'est encore une autre affaire. Si un gars monte sur le carré en pensant pouvoir tenir plus de 3 rounds contre lui, eh bah grand bien lui fasse. Parce que jusqu'à présent, il y en a pas beaucoup qui ont répondu à l'appel du 4e round. Et ça le frustre en plus, parce qu'une fois que ses opposants sont KO, il peut plus les frapper. On a l'impression qu'il continuerait bien pour les tuer. George veut juste anéantir ses adversaires. Enfin bref, il est toujours invaincu dans sa carrière professionnelle avec un total de 37 victoires, dont seulement 33 par KO. On comprend mieux pourquoi les gens se demandent combien de rounds Ali peut tenir, plutôt que s'il est véritablement capable de battre Foreman. Voilà, ça sera un vrai miracle si Ali fait tomber ce gars. On est le 30 octobre 1974, il est presque 3h du matin heure locale, heure de grande écoute aux États-Unis. Ça y est, c'est l'heure. Les fans du monde entier ont les yeux rivés sur leur écran pour savoir qui remportera les ceintures WBC et WBA, synonymes de victoire au championnat du monde de boxe poids lourd. Les Aérois attendent ce moment depuis des mois. Dans les rues de Kinshasa, aux alentours du stade, dans le stade, le peuple africain se tient à l'unisson derrière Mohamed Ali. Près de 60 000 personnes ont fait le déplacement pour assister à ce moment d'histoire que s'apprête à vivre le Zaïre. À part le ring qui est dans un état un peu lamentable à quelques heures du combat, tout est prêt. Nos deux combattants se préparent mentalement pour le grand moment qui les attend. Dans le clan de Foreman, tout le monde est serein. Big George est persuadé qu'il est bien trop fort pour Ali et que ce sera une formalité. Ses proches sont tellement confiants qu'ils prient surtout pour que Foreman ne tue pas son adversaire. Bon courage si vous cherchez quelqu'un plus sûr de soi. Ah non, il y a Ali en fait. Ses proches sont terrifiés à l'idée de devoir ramener leur champion en fauteuil roulant, mais lui ça va. Il est convaincu qu'il peut faire tomber le champion. Ce gars n'a peur de rien. C'est lui qui doit rassurer son staff avant de monter sur le ring. C'est le monde à l'envers. Ça ne va pas empêcher The Greatest de renverser Foreman. Here comes Ali. C'est Mohamed Ali qui commence à rentrer sur le ring. Le challenger marche vers son destin. Mohamed Ali marche vers le ring avec une seule idée en tête. Récupérer ses titres de champion volés 7 ans plus tôt. Il est déterminé à faire chuter celui que l'on dit invincible. Depuis des semaines, il répète à qui veut l'entendre que sa vitesse triomphera face à la puissance de Foreman. Ce soir, il a l'opportunité de montrer au monde qu'il est toujours au sommet de son art. Pour tous les Africains, en ce moment même, il est l'incarnation de l'espoir. C'est maintenant au détenteur du titre de faire son entrée dans l'arène. Il monte sur le ring pour défendre sa couronne, bien déterminé à affirmer sous les yeux des spectateurs du monde entier sa domination incontestée sur sa discipline. Vêtu de sa robe rouge et de sa ceinture bleue, aucun doute, il représente bien les États-Unis ce soir. Ça y est, les deux plus grands athlètes américains sont dans l'enceinte, Mohamed Ali et Jim Brown. Et ouais, la véritable légende du football américain se tient aux abords du ring pour commenter le combat. À ses côtés, Joe Frazier, le gars qu'Ali a dû battre pour être présent ce soir face à Foreman. Et enfin, on a David Prost. C'est un journaliste. C'est les derniers instants pour faire peur à son adversaire avant le combat. Alors Ali en profite pour continuer son harcèlement verbal envers Foreman. Foreman ne répond pas aux provocations d'Ali. Il reste calme, sachant pertinemment que moins il en dit, plus il inspire la peur. D'autres boxeurs ont besoin de développer un ego plus large qu'eux-mêmes pour leur donner du charisme. Lui, il a juste besoin de pas ouvrir la bouche. Ses actions parleront pour lui. Big George montre un dernier petit coup son gros boulard à Ali, et c'est parti. Dès les premiers instants du combat, Ali prend les commandes. Il fait comprendre à son adversaire que ce sera pas une partie de plaisir. À chaque fois que Foreman tente une offensive, Ali danse. Il esquive, part les coups, ou lorsque l'attaque devient trop menaçante, il brise son élan en s'agrippant à lui. Big George ne trouve pas la faille. Mais cette domination de Ali ne fait pas trembler Foreman, bien au contraire. La rage de Foreman s'intensifie à chaque coup qu'il reçoit. L'homme qui se tient devant Ali n'est plus le gars gentil des conférences de presse. Son objectif à l'heure actuelle est simple, détruire Ali. Alors dans la dernière minute du premier round, il se réveille. Ça fait un peu mal apparemment. Big George reprend le contrôle. À la fin du round, les deux combattants ne se laissent aucun répit.
Les deux veulent marquer un point décisif avant la fin de la manche. Quel sacré moment de boxe on vient de vivre. Les spectateurs présents ce soir-là commencent à être contents d'avoir fait le déplacement. Après ce round éprouvant, Big George et The Greatest ont besoin de récupérer. Foreman a beaucoup appris pendant ces 3 premières minutes. Pour caricaturer, Ali s'est piqué au bon moment et c'est un excellent lutteur. Mais il a aussi dépensé beaucoup d'énergie. Il pourra pas maintenir ce rythme tout le combat. Alors quelle stratégie Foreman peut-il mettre en place pour faire plier son adversaire? Ah, désolé, je vous brusque un peu, mais Ali en redemande déjà. Le round 2 est lancé et Ali ne danse plus. C'est le moins qu'on puisse dire. Foreman a récupéré sa position préférentielle et il dicte maintenant le rythme du combat. Big George pousse systématiquement son challenger dans les cordes, ce qui lui donne un avantage considérable. Parce que dans ces conditions, Ali est limité dans ses mouvements et donc plus vulnérable aux offensives de son adversaire. Malgré quelques rares moments de lumière, Ali n'est clairement pas dans une bonne passe. Le plan de Foreman semble se mettre en place. Les longues heures passées à frapper son sac d'entraînement commencent à porter leurs fruits. Chaque jour, Big George faisait des dizaines de séries où il assénait plus d'une centaine de coups par round. Il répétait sans cesse le même exercice. Maintenant, il a juste à attendre patiemment qu'Ali soit trop épuisé pour garder sa défense haute et se protéger efficacement. À ce moment-là, Ali deviendra son sac d'entraînement sur lequel il déchargera ses coups puissants. Je vous rappelle quand même que chacun de ces coups est suffisant pour briser les côtes d'un athlète lambda. Mais pour l'instant, Ali tient bon. Même plus que ça. Parce qu'à la fin du round, Ali passe à l'offensive et touche Foreman à plusieurs reprises. 2 rounds se sont écoulés, mais dans les têtes, c'est comme si 8 rounds n'étaient déjà passés. Ce n'est plus seulement un match de puissance, d'agilité ou de précision. Ce match est en train de devenir un combat psychologique. Les rounds qui suivent commencent à se ressembler. Ali se réfugie dans les cordes, esquivant comme il peut les assauts incessants de Foreman. De son côté, Big George s'acharne à porter le coup décisif qui fera chuter Ali. Il attend patiemment qu'Ali plie, comme tous les autres avant lui. Mais il peut attendre longtemps. Ali n'est pas un simple boxeur qui met en place des combinaisons apprises à l'entraînement. Il observe l'adversaire et adapte sa stratégie en conséquence. À force de voir Foreman combattre, il a compris qu'il ne peut pas rivaliser sur la seule force physique. Et puis il est conscient de ses propres limites. Il doit donc économiser son énergie pour les moments décisifs. Alors exit les moments où il danse sur le ring, il s'épuiserait trop vite. Quelle stratégie The Greatest peut-il mettre en œuvre pour venir à bout du champion du monde poids lourd? Les amis, permettez-moi de vous présenter le rope-a-dope. Une technique tout droit sortie de la tête d'un grand malade. Génie, pardon. Une petite digression s'impose. Le premier objectif de cette stratégie, c'est de fatiguer Foreman. Jusqu'à présent, les adversaires de Foreman tentaient de lui tenir tête en restant au centre du ring, mais finissaient presque toujours par reculer vers les cordes, contre leur volonté. Ali choisit une approche un peu différente. Il y va de son plein gré, sachant très bien qu'il a peu de chances de pas y aller dans tous les cas, et il attend gentiment son adversaire. Dans cette position, c'est clair que c'est difficile d'asséner des droites très puissantes. Cependant, il peut protéger efficacement les zones sensibles de son corps, sa tête avec ses gants et son ventre avec ses coudes. Il utilise aussi l'élasticité des cordes pour s'incliner en arrière, ce qui force Foreman à se pencher sur lui pour le frapper. Objectif numéro 2, ne pas se fatiguer. Dans cette position, c'est sûr que Mohamed Ali va pas se fatiguer. Il pourrait presque faire une petite sieste pendant que Foreman dépense toute son énergie. Bon, j'exagère peut-être un peu. Objectif numéro 3, exploiter les ouvertures. Si Foreman s'arrête quelques instants pour se reposer, épuisé à force de frapper comme une mule, Ali peut exploiter les ouvertures pour contre-attaquer. Il rebondit des cordes et pique son adversaire avec des coups rapides et précis. Et numéro 4, rentrer dans sa tête. Dans sa préparation au combat, Ali s'est entouré de sparring partners spécialement chargés de le frapper pendant qu'il se réfugiait dans les cordes, chose pas très habituelle. Pendant des mois, il s'est entraîné à réduire l'impact de chaque coup qu'il reçoit à la tête en transmettant l'énergie de la force reçue à travers son corps, ses bras, ses jambes, ses organes, pour absorber le choc et garder l'esprit clair. Maintenant qu'il sait faire ça, Ali veut montrer à son adversaire que ses coups lui font rien. Il doit tout faire pour que Foreman se sente maladroit. Si Big George commence à douter de ses capacités, alors le plan d'Ali se mettra en place. En ajoutant à ça quelques provocations verbales par-ci par-là, et The Greatest entrera définitivement dans la tête de Foreman. Voilà, vous avez le rope-a-dope version Mohamed Ali. Donc si je résume,
Mohamed Ali va essayer de mettre KO George Foreman en se couchant dans des cordes. Oui, c'est de la pure folie. Maintenant, la question que beaucoup se posent, Ali peut-il vaincre la force de Foreman avant qu'il n'épuise son esprit? Dans les rounds suivants, on tombe un peu dans une caricature du combat. Les deux boxeurs appliquent à la lettre leur stratégie, donc Ali met en place son rope-a-dope et se dirige volontairement dans les cordes. Et Foreman le suit pour lui casser la gueule. Et puis on arrive au 5e round. À l'entame de cette manche, les deux sont confiants. Ali est confiant dans sa stratégie et Foreman est convaincu qu'il peut briser la défense d'Ali. 1 minute s'écoule sans trop qu'il se passe grand chose. Et puis après, c'est le déluge. Ali does look tired now. Foreman seems to be coming back with more speed. Pendant 1 minute 30, Foreman lance une pluie de coups lourds sur son adversaire. Il étouffe Ali dans les cordes, qui ne bouge pas d'un pied pendant plus de la moitié du round. The Greatest est submergé par la puissance de Foreman et ne peut pas riposter. La machine Foreman est en marche, le programme Conserver son titre est en cours d'exécution. Et pourtant, Ali tient bon et persiste dans sa stratégie. Il bloque ou esquive la plupart des attaques de Foreman. Lorsqu'il se fait toucher, il joue avec les nerfs de Foreman en lançant des provocations du genre comme s'il s'entraînait dans son peignoir. Mais à force de frapper comme une brute depuis 2 minutes, on sent les coups de Foreman qui s'affaiblissent. Alors Ali saisit sa chance. Et à la fin du round, Ali attrape Foreman par le cou pour lui montrer qu'il ferait mieux de rester à sa place. C'est un peu humiliant en vrai. Quel round historique on vient de vivre les amis. On vient de voir George Foreman échouer à mettre Mohamed Ali au tapis dans les cordes. L'état de Foreman est pathétique. Aux abords du ring à Kinshasa, derrière les télés, on commence à croire que la chute de Foreman est possible. Et Ali, ça, il l'a bien compris. Donc il a bien l'intention de saisir sa chance. Maintenant, il veut pas que ce combat se termine par une triste décision unanime. Ce combat est déjà entré dans la légende, et il aimerait bien gagner ce combat de façon légendaire. Alors il doit trouver un moyen de se débarrasser de Foreman dans les prochains tours. Mais comment se débarrasser du bourreau? Eh bien la solution, on va pas la voir tout de suite. Parce que les 2 rounds qui suivent sont pas les plus palpitants. Foreman est à bout de force, mais persiste quand même obstinément dans sa stratégie, même si ça marche pas. Donc il charge Ali comme un automate, mais il est tellement épuisé qu'il frappe trop lentement pour atteindre sa cible. Ali voit bien que Foreman est faible et lent, donc il essaie de profiter de l'occasion pour porter des coups tueurs à Foreman, mais il insiste pas trop, parce que lui aussi a besoin de récupérer. Donc là, pendant 2 rounds, on regarde un gars qui se sent maintenant tellement à l'aise dans ses cordes qu'il s'y laisse tomber comme dans son fauteuil, et un autre qui avance vers lui, tel un homme à qui l'on a aspiré l'âme. Résultat des courses, Foreman a beaucoup frappé, mais très peu touché. Ali a peu frappé, mais beaucoup touché. À la fin du round 7, Foreman ne tient plus debout, à tel point que ça étonne Ali de le voir répondre si rapidement à l'appel du round suivant. Ali se nourrit de l'énergie du public pour entamer le 8e round. Pendant que Foreman lâche ses dernières forces, The Greatest reste patient et attend le moment idéal pour attaquer. Il sait que ce n'est plus qu'une question de minutes pour avoir cette fin légendaire qu'il veut tant. 30 seconds left in round 8. Et puis à la fin du round, Ali commence à attaquer Foreman. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. Ali n'a pas dansé comme il l'avait annoncé. La supériorité physique de Foreman ne le permettait pas. Mais il a su lui tenir tête en revoyant son style de boxe. Il est resté dans les cordes à encaisser les coups de Foreman tout en attendant patiemment le moment idéal pour piquer. À la fin,
son audace a payé, et Ali récupère enfin son titre de champion du monde, 7 ans après l'avoir injustement perdu. Après ce combat, il règne pendant près de 4 ans sur le championnat du monde poids lourd, affirmant chaque fois un peu plus son statut de greatest. Mais sa victoire ne se limite pas au ring, car son influence dépasse largement son sport. En réussissant son pari de briser l'invincibilité de Foreman, il a offert non seulement un moment de joie intense à tout un continent, mais aussi une vague d'espoir. Certes, il n'a pas résolu tous les problèmes des Aérois en 8 rounds, mais il leur a offert une perspective d'un avenir meilleur. Et ça, il y a peu de choses qui peuvent le faire à part le sport. Du côté de Foreman, c'est un peu moins la fête. Il n'était pas préparé à affronter un homme qui n'a pas peur de lui. Et ça s'est fait sentir sur le ring dès la fin du 5e round. Cette défaite a été un gros coup dur pour lui. Après cette grande désillusion, Foreman a continué à boxer, mais il n'était plus le même combattant. 3 ans plus tard, il décide de ranger ses gants au placard et de se consacrer pleinement à sa foi chrétienne en devenant pasteur. Mais l'envie de boxer ne l'a pas quitté. 10 ans après, il fait un comeback légendaire. À 45 ans, il devient le plus vieux boxeur à remporter le titre de champion du monde dans la catégorie des poids lourds. Une vraie légende également. Ce combat a prouvé que rien n'est insurmontable. Ali a accompli l'un des plus grands exploits de l'histoire du sport. Il est vrai que ses méthodes ont parfois été controversées, mais le soir du 30 octobre 1974, il a su rassembler tous ses atouts pour vaincre Foreman. En apprenant à absorber les coups les plus puissants sans fléchir, il a démontré une force mentale et physique exceptionnelle, au risque de compromettre sa propre santé. En 1984, il a été diagnostiqué de la maladie de Parkinson, dont il est décédé en 2016. He was the greatest man I ever met. To say he was the greatest boxer is a put down. He was bigger than boxing. George Foreman lui rendra hommage à plusieurs reprises, car ce 30 octobre 1974 a scellé leur destin pour l'éternité. Plus encore, une amitié est née entre eux. En cette nuit historique, la boxe a démontré que l'on peut transformer les coups en respect et la rivalité en fraternité.